Je m'appelle Jean-Michel Beaumont. À 69 ans, j'ai perdu plus que la plupart des gens ne posséderont jamais. 120 millions d'euros, 5 hôtels de luxe, mes enfants, et tout cela en exactement une année. L'année 2000 à 2001. Vous pensez peut-être que c'est une histoire d'avarice, de mauvaises affaires, de malchance. Vous vous trompez. C'est l'histoire de l'homme qui a tout eu et qui a jeté ses clés à la poubelle parce qu'une poudre blanche a décidé que j'en valais la peine. Restez avec moi, parce que je veux vous dire ce qui se passe vraiment quand un homme ne sait plus qui il est. J'ai fondé Groupe Beaumont en 1982. Pas un hôtel, plusieurs. 2 à Paris, l'un près de la place Vendôme, ce petit bijou où les murs respiraient l'histoire, où chaque fenêtre donnait sur la perfection parisienne. L'autre dans le Marais, plus bohème, plus jeune. Puis Lyon, Nice et mon chef-d'œuvre, un château dans la Dordogne transformé en hôtel où les gens venaient non pas seulement pour dormir, mais pour vivre 3 nuits de leur vie comme ils rêvaient de le faire. 120 millions d'euros, c'était ma cotation à la banque. Mais les chiffres, ce n'était que le début. Ce qui faisait véritablement ma richesse, c'était une certaine vie. Une vie que j'avais construite pierre par pierre, repas par repas. Dîner à Taïwan un jeudi soir, pas un restaurant, un temple. Une table à côté des ministres, des acteurs, des hommes qui faisaient bouger Paris. Les serveurs m'appelaient par mon prénom. Le week-end, c'était Cap Ferrat. Ma maison surplombait la Méditerranée avec une certaine discrétion que seule la vraie richesse peut se permettre. Pas de dorure, pas de clichés, juste de la beauté tranquille. Isabelle, ma femme, portait du Chanel avant que le Chanel soit cool à nouveau. Camille, ma fille, allait au lycée dans le 16e arrondissement. Et moi, je circulais dans tout cela comme un homme qui savait quelque chose que les autres ignoraient. À la banque, on m'appelait pour mes avis. Mon opinion sur le marché valait quelque chose. Les autres entrepreneurs venaient à mes soirées dans mon salon de la rive gauche pour m'écouter parler de l'avenir du luxe. J'avais une Cartier à mon poignet, pas une montre, un objet de famille. Et quand je la levais, les gens se souvenaient qu'ils devaient me prendre au sérieux. Cela peut sembler vaniteux, c'est parce que c'était vaniteux. Mais voilà, la vanité était la structure entière sur laquelle j'avais construit ma vie. Et comme toutes les structures sans fondation, elle attendait juste une bonne secousse. Cette secousse, je l'ai rencontrée en 1998, à Cannes, le festival, le mois de mai. La lumière dorée sur la croisette, les femmes en blanc, les hommes avec des lunettes noires à minuit. J'étais là pour les affaires. Un producteur de cinéma voulait transformer une propriété en hôtel 5 étoiles. Nous dînions à l'hôtel Carlton et après le dîner, nous montions à une suite. C'était un mardi soir. Il y avait de la musique, des femmes que je n'avais pas vues avant et une atmosphère que Paris ne connaissait pas. Et puis il y a eu cette poudre blanche sur une table basse en verre. Je l'ai vue. Tout le monde l'a vue. Comme si c'était du sel pour une vinaigrette. Le producteur m'a regardé et a dit quelque chose que je me répète encore. À Paris, les vrais hommes en prennent.
Il a dit cela comme si c'était une invitation dans un club très exclusif, comme si refuser, c'était avouer qu'on n'était pas assez raffiné, pas assez français, pas assez. Et à ce moment, j'aurais dû reconnaître que cet argument était déjà un signe que quelque chose en moi était cassé. Mais je ne l'ai pas reconnu. Au contraire, j'ai pensé que c'était une preuve que j'étais vraiment un homme de Paris, un homme de culture, un homme qui comprenait que certaines choses, la vraie vie, l'art, la connaissance, se passaient au-delà de la morale bourgeoise. Je me souviens de cette première fois, avec une clarté que je souhaiterais oublier. Le goût amer au fond de la gorge, la sensation comme si mon cœur voulait échapper à ma poitrine. Et puis, le moment où j'ai senti que je pouvais enfin parler de ce que je pensais réellement. Les pensées qui remplissaient ma tête depuis des années, que je gardais pour moi, soudain, je pouvais les dire à haute voix. Et elles semblaient vraiment, pour la première fois, dignes d'être dites. C'était un mensonge magnifique, et j'y ai cru complètement. Le lendemain, j'étais revenu à ma vie normale. J'avais des hôtels à diriger. Sauf que je ne l'étais pas. Parce que 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un ami de Cannes qui organisait une fête à Monaco. Et j'y suis allé. Et c'était encore là. La poudre blanche. Et cette fois, je ne me suis pas raconté d'histoire. Cette fois, je l'ai voulu. Vraiment voulu. Entre 1988 et 1999, c'était encore possible de prétendre que je contrôlais la situation. Une soirée par mois, puis 2, puis une fois par quinzaine, mais toujours avec une raison, un dîner important, une négociation tendue, une fin de semaine qui méritait une extra. J'avais encore ma montre Cartier. J'allais toujours à Taïwan. Isabelle commençait à poser des questions, mais à la façon des femmes mariées à des hommes riches, doucement, sans vraiment vouloir entendre la réponse. Mais quelque chose était en train de changer dans mes hôtels. En 1999, je suis arrivé à une réunion avec mon directeur général 1 heure en retard. Ce n'était jamais arrivé avant. Mon directeur général, David, un homme brillant que j'avais formé pendant 10 ans, m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. De la peur. Non pas peur de me faire chier, peur de moi. Comme si je n'étais pas vraiment qui il croyait que j'étais. En tout mille, j'étais un fantôme qui portait mes vêtements et qui parlait avec ma voix, mais qui n'avait plus aucun contact avec la réalité. C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu. La cocaïne, du moins pour moi, ne vous donne pas du plaisir. Elle vous donne l'impression que vous pouvez entendre ce que pensent vraiment les gens. Elle vous dit que tout le monde autour de vous conspire. Elle vous remplit d'une rage froide et claire contre le monde entier. Et elle vous demande encore et encore, juste un peu plus, juste une fois de plus. Je me souviens d'avoir jeté une coupe de champagne au visage de David parce qu'il m'a dit que nous ne pouvions pas acheter une 3e propriété en Provence. Je me souviens de lui avoir crié que je n'avais besoin de personne pour me dire comment dépenser mon argent. Je me souviens d'avoir signé des chèques à 3 heures du matin pour une fête dans un club sur la rive gauche
où je ne connaissais personne. Je me souviens de tout cela, et c'est cela qui me tue. David m'a quitté en juillet 2000. Après son départ, plus personne n'a osé me contredire. Et c'était la pire chose qui aurait pu m'arriver. Parce que les hommes comme moi, les hommes qui ont eu du pouvoir, nous avons besoin de quelqu'un pour nous dire non. Mais sans cette voix, j'ai commencé à croire ce que la poudre me disait, que j'étais un génie, que les règles ne s'appliquaient pas à moi, que je pouvais dépenser les réserves de la société sur n'importe quoi parce que je l'avais construite. À la fin de 2000, je vivais dans un monde entièrement différent. Je n'allais plus à Taïwan. Je prenais la cocaïne chez moi ou chez d'autres hommes qui ressemblaient de moins en moins à ceux que je fréquentais auparavant. Je n'allais plus à Cap Ferrat et je n'étais plus à la maison. Après 8 ans de mariage, il est très possible de vivre sous le même toit que votre femme et de ne jamais la voir. Isabelle passait beaucoup de temps à Nice. Je sais maintenant qu'elle savait, qu'elle regardait son mari devenir quelqu'un d'autre et qu'elle espérait que cela s'arrêterait. Cela n'a pas arrêté. En janvier 2001, la banque a envoyé un auditeur, un mot froid pour un homme qui cherche à comprendre où a disparu 60 millions d'euros en 6 mois. Je me souviens de l'auditeur, un jeune type, peut-être 35 ans, avec la pâleur de quelqu'un qui passe sa vie à chercher des chiffres qui ne s'additionnent pas. Il m'a demandé, très poliment, de lui montrer les contrats pour 3 nouvelles propriétés qui ne semblaient exister que sur mes documents. J'ai montré des plans. Les plans que j'avais redessinés en me mettant de la poudre dans le nez. Et l'auditeur a regardé les plans, et alors il a levé les yeux vers moi et il a dit « Monsieur Beaumont, ces plans ne correspondent à aucune terre que vous possédez. » C'est difficile à décrire ce que l'on ressent quand on devient soudain un homme qui a commis une fraude massive. C'est la réalisation que j'avais perdu l'argent en imaginant que j'étais quelqu'un que je ne pouvais jamais être, et que tous les autres, ma femme, ma fille, mes employés, avaient regardé ce rêve se transformer en cauchemar. La banque n'a pas attendu très longtemps. En février, c'était des avocats. En mars, c'était la forclusion. Je me souviens de quitter le bureau principal pour la dernière fois, le bureau avec ma vue sur la place Vendôme, la vue qui m'avait rappelé chaque matin que j'avais réussi, et de regarder la Vendôme par la fenêtre, et de penser que c'était exactement cela que j'avais choisi. J'avais choisi cette poudre au-dessus de ce paysage. Isabelle a demandé le divorce en mai. Elle a vendu l'appartement boulevard Saint-Germain pour une fraction de sa valeur parce que j'avais besoin d'argent. Pas pour les frais juridiques, non, pour la poudre. Il faut que vous compreniez cela. À ce stade, alors que ma vie s'effondrait autour de moi, que mon empire disparaissait, que ma femme me quittait, ce que je voulais vraiment, ce qui m'obsédait, c'était où je pourrais en trouver plus. Camille a arrêté de m'appeler. Elle avait 17 ans. Elle vivait avec sa mère. Elle m'aimait, je pense, mais elle ne pouvait pas me reconnaître. Le père qu'elle avait connu était mort. Un fantôme était mort à sa place. À la fin de 2001, j'ai cherché un endroit pour vivre. Une chambre de bonne. Savez-vous ce que c'est ?
C'est une petite pièce, 10 carrés, quelquefois 12, au 6e étage d'un immeuble haussmannien, sans ascenseur. Autrefois, c'était là où les domestiques dormaient. Et maintenant, c'était ma maison. Le 18e arrondissement. Je me souviens d'avoir conduit mon ancienne voiture à travers ce quartier il y a longtemps, en me demandant comment les gens pouvaient vivre ici. Il y avait de petits restaurants où les ouvriers mangeaient, des cafés sans importance, une vie réelle. J'avais toujours pensé que c'était une vie de gens sans importance, et maintenant, c'était ma vie. En 2002, je suis entré dans un centre de désintoxication. Ce n'était pas parce que j'avais soudain découvert que j'avais un problème, c'était parce qu'il n'y avait plus d'argent. C'est banal comme raison, mais c'est la vérité. Le centre était un bâtiment blanc, 90 jours. À la fin, ils m'ont donné un certificat et ont dit que j'étais prêt à retourner au monde. Prêt à quoi exactement? Aujourd'hui, j'ai 69 ans. Cela fait 23 ans que j'ai quitté ce centre. Je ne suis plus à la chambre de bonne. J'ai un petit studio un peu plus bas, au 3e étage, avec un ascenseur. J'ai travaillé pendant 19 ans à la réception d'un petit hôtel dans le 10e. Et chaque jour, en uniforme bleu, je voyais quelque chose que j'avais perdu. Je voyais la grandeur de cette vie. Mais je garde une clé, une seule clé. C'est la clé de la suite présidentielle du Beaumont-Paris, celui près de la place Vendôme. Elle est en laiton travaillé, très lourde, très réelle. Je la sors de temps en temps et je la regarde. Et je pense au jour où j'ai ouvert cette porte pour accueillir le prince Régnier. Je pense à Camille qui courait dans les couloirs en riant. Je pense au jour où je me suis senti assez important pour croire que j'étais au-dessus de tout cela, au-dessus de la morale, au-dessus de la faiblesse. Et je me demande, c'est une question que je me pose chaque jour, si ce jour-là, en 1998, si j'avais dit non. Si j'avais dit non à cette poudre blanche, à l'idée que j'étais un vrai Parisien assez raffiné pour la prendre, si j'avais dit simplement non, est-ce que ma vie serait différente? Bien sûr que oui, mais cela ne change rien. Ce que j'ai appris, et cela m'a pris 23 ans, c'est que la vie n'est pas ce que vous perdez. La vie n'est pas les hôtels, ou l'argent, ou la place Vendôme, ou la montre Cartier. La vie, c'est ce que vous faites avec ce que vous avez chaque jour. Et pendant 18 mois, j'ai décidé que ce que je ferais serait d'ignorer ce que j'avais. Pour cela, j'ai payé pendant le reste de ma vie. Camille m'a appelé il y a 3 ans. Elle voulait que je rencontre ses enfants. Elle était avocate. Elle avait un mari et 2 enfants. Et elle voulait que son père rencontre ses enfants. Je me souviens d'avoir pleuré, pas parce que j'étais heureux, parce que j'étais heureux d'une façon qui semblait si minuscule comparée au prix que j'avais payé. Elle m'a présenté ses enfants dans un café du 5e arrondissement, et elle a dit « Voilà votre grand-père, il a construit les hôtels les plus beaux de Paris. Aujourd'hui, il ne sait pas d'où viendra son prochain repas, et c'est à cause de quelque chose qu'il a choisi. Cela a été le plus grand cadeau, parce que cela signifiait que Camille comprenait, qu'elle ne m'excusait pas, qu'elle me voyait comme quelqu'un qui avait eu une choisse et qui avait choisi mal, et que malgré cela, elle voulait que ses enfants sachent qui j'étais vraiment. Je suis Jean-Michel Beaumont. J'ai construit quelque chose de magnifique.
Et en une année, j'ai choisi une poudre blanche au-dessus de ma femme, ma fille, ma vie. Et pendant 23 ans, j'ai eu le loisir de regarder le résultat. Chaque matin en me réveillant dans ce petit studio, chaque fois que je vois une photo de l'hôtel Château, chaque fois que je ne réponds pas au téléphone parce que c'est peut-être Camille et que je n'ai rien de nouveau à lui offrir, chaque fois que je vois la clé en laiton et que je pense à tout ce qu'elle a ouvert et fermé. Voilà ce que je voulais dire.